3 heures sur ces amplitudes-là et 2 fois par semaine au minimum. C'est-à-dire que même si vous faites que 2 nuits par semaine, vous êtes considéré comme travailleur. Alors maintenant, je vais parler un peu plus du fonctionnement, la régulation de notre système veille-sommeil. Donc en fait, on va avoir 2 grands processus, même si c'est un petit peu plus complexe que ça quand même dans la vraie vie, mais on va avoir 2 grands processus qui vont réguler notre veille et notre sommeil. On a le processus S que vous voyez donc en bleu sur le schéma, qui est aussi appelé processus homéostatique et qui va régler une certaine pression de sommeil. C'est-à-dire que si on prend ici 7 heures par exemple, le réveil, tout au long de la journée, vous allez accumuler une pression de sommeil qui va être plus ou moins importante en fonction de ce que vous avez fait dans la journée. Ce n'est pas la même chose que de rester dans son canapé en train de regarder la télévision et d'aller courir un marathon. La pression de sommeil va être plus ou moins élevée. Et puis, on va avoir la pression d'éveil. Donc ça, c'est le processus C, donc circadien, qui va plutôt positionner nos moments d'éveil si possible dans la journée, mais quand on est travailleur de nuit, ça va être l'inverse, on va le voir après, et qui est, on va dire, plus génétiquement déterminé. C'est ça qui va déterminer votre chronotype et votre phénotype, mais je vais y revenir juste après pour vous expliquer ces 2 notions. Ce que vous voyez, c'est que la pression d'éveil, elle augmente en début de journée, et puis dans l'après-midi, fin d'après-midi, ça va commencer à diminuer. Et en fait, quand cette pression d'éveil va devenir suffisamment faible, et que votre pression de sommeil est suffisamment élevée, c'est la concordance de ces 2 processus qui vont permettre d'ouvrir les portes du sommeil et c'est là où vous allez dormir. Et puis quand vous allez dormir, la pression de sommeil elle va diminuer parce que vous allez récupérer et puis votre pression d'éveil elle est toujours basse et elle va commencer à remonter. Alors on ne le voit pas bien sur ce schéma, mais généralement elle remonte un petit peu avant déjà le réveil. Et quand vous avez suffisamment récupéré, on l'espère, le réveil sonne et là, vous êtes frais pour repartir sur une nouvelle journée. Alors, ce qui peut se passer, c'est que, imaginons, vous ne dormez pas, vous faites une nuit blanche. Et bien là, la privation de sommeil va être très importante, votre pression de sommeil va être très importante. Et donc, vous voyez, c'est la courbe rouge là. On force en fait le système, mais je pense que tout le monde en a déjà fait l'expérience. C'est dur. On lutte parce que la pression d'éveil, elle est basse. Notre pression de sommeil, elle est très forte, mais on peut lutter jusqu'à un certain point. Et puis, il y a un moment, vous vous endormez parce que de toute manière, vous ne pouvez plus. Vous n'avez plus de réserve et la pression de sommeil est tellement forte que vous vous endormez. Alors, je vous ai parlé du chronotype et du phénotype juste avant en disant que c'était quand même assez génétiquement déterminé. C'est-à-dire que c'est intéressant de regarder ses parents et de voir si vos parents étaient plutôt courts dormeurs ou longs dormeurs, leurs habitudes de sommeil. Ça ne veut pas dire que vous êtes la copie conforme, mais déjà, ça influe quand même. Donc, ce qu'on appelle chronotype, c'est si vous êtes plutôt du soir ou plutôt du matin. Donc, si vous couchez plutôt tard ou si vous vous levez plutôt tôt. Et ça, pour le déterminer, alors pour certains, c'est facile et vous le savez, mais ce que vous pouvez également faire, c'est remplir un petit questionnaire qu'on appelle le questionnaire de Horn et Oxberg, qui est sur le réseau du site Morphée. Je vous invite vraiment à aller voir ce site, il est hyper bien fait. C'est le réseau sommeil, il y a plein de questionnaires, plein d'informations sur le sommeil. Et donc ça, vous le remplissez en ligne et à la fin, ils vont vous dire, voilà, vous êtes plutôt de chronotype matinal ou plutôt vespéral du soir ou plutôt intermédiaire. La deuxième chose aussi pour mieux se connaître, qui peut être intéressante, moi je l'avais fait pendant le confinement par exemple, et j'ai vu certaines choses dont je n'avais pas forcément conscience, c'est de remplir un agenda du sommeil. L'agenda du sommeil, vous l'avez aussi, vous tapez agenda du sommeil sur Google, vous allez le trouver tout de suite. Et donc l'agenda, on va remplir les horaires de coucher, de lever, et puis on va griser les endroits où on pense avoir dormi. Et donc ça nous donne un peu une idée. En fait, vous allez voir qu'entre les week-ends, la semaine, il y a quand même pas mal de petits décalages, de choses qui se passent. Et ça nous donne une idée de nos besoins en sommeil. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand je travaille, moi, je ne dors pas assez. Ça, c'est sûr. Pour avoir vraiment une idée de vos besoins en sommeil, il faudrait que vous puissiez respecter votre sommeil, c'est-à-dire ne pas mettre de réveil. Vous dormez vraiment autant que vous voulez pendant 2 semaines.
et donc être vraiment sans contrainte, ce qui n'arrive jamais quand on est en activité professionnelle, on est bien d'accord. En revanche, ça peut déjà vous donner des petites indications, cet agenda du sommeil, parce que si vous voyez qu'entre la semaine et le week-end, vous avez déjà 1 heure de sommeil supplémentaire, ça veut dire que vous êtes en dette de sommeil. Donc, c'est des petites choses qui permettent d'alerter parce qu'on se dit non, bah, ça va, je suis dans mon rythme, je dors 7 heures et puis en fait, ça va. Bah, peut-être qu'en fait, on est en dette de sommeil, on s'en rend plus compte, c'est dans notre quotidien, donc ça peut rattraper ces choses-là. Et ça peut vous permettre aussi de connaître votre phénotype. Le phénotype, ça va plutôt être la durée de sommeil dont vous avez besoin. Moi, je me rends compte en consultation, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment de combien de temps de sommeil ils ont besoin. Et ils me disent, ah bah, c'est quoi la moyenne? C'est 6 heures, c'est 7 heures. En fait, il y a toujours une moyenne, mais ce qui compte, c'est de se connaître et de savoir finalement de quoi on a besoin. Donc, si on a besoin de moins de 6 heures, on est considéré comme court dormeur. Ça, c'est souvent les hommes politiques qui sont des phénotypes petits dormeurs. C'est bien arrangeant parce qu'ils ont le temps de faire plein de trucs. Et puis, entre 6 et 9 heures, on est considéré comme phénotype intermédiaire. Et au-delà de 9 heures, là, on est plutôt considéré comme long dormeur. Au-delà de 10 heures, on commence à se poser des questions sur est-ce qu'on est long dormeur ou est-ce qu'il n'y a pas une pathologie du sommeil en plus qui induit en fait une somnolence. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas et ça peut nécessiter une consultation, notamment au centre du sommeil, pour qu'on fasse le différentiel. Alors, comment on modifie les portes du sommeil parce qu'on peut tromper un peu son cerveau, mais jusqu'à un certain point. Alors déjà, il y a le processus donc homéostatique dont je vous ai parlé, cette pression de sommeil qui augmente au cours de la journée. Est-ce qu'on peut vraiment jouer avec ça? Votre activité, elle va être plus ou moins fatigante, mais bon, voilà, vous êtes sur votre poste de travail, votre activité, elle est scalée, et puis vous ne choisissez pas vos journées. Il y a des journées où vous allez courir dans tous les sens, et des journées où vous êtes plus calme. Ce qui peut un peu modifier cette pression de sommeil à un instant T, donc ça ne va pas durer sur le long terme, c'est la prise de caféine. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez fonctionner, vous allez consommer de l'énergie. Et on va dire que l'essence, même si j'aime pas trop parler d'essence, mais vraiment la source énergétique de votre cerveau, ça va être, de votre organisme, ça va être de l'ATP. Et cet ATP va être dégradé en adénosine. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, vous allez produire de l'adénosine. Et ça dit au cerveau, attention, la fatigue s'accumule, s'accumule. Donc, on commence à ressentir la fatigue. Plus on a d'adénosine et plus on sent cette fatigue. Et en fait, la caféine, elle va venir se bloquer les récepteurs de l'adénosine, se mettre sur les récepteurs de l'adénosine. Donc, votre perception de la fatigue va être moindre après la prise de café. Mais ça dure un certain temps. Ça peut durer au mieux quelques heures. Et puis ensuite, quand les récepteurs sont libérés, cette sensation de fatigue, la fatigue est bien présente et elle revient tout aussi forte. Donc attention, ça peut permettre éventuellement de passer un cap, notamment sur la conduite auto, si vous avez besoin d'être bien vigilant à ce moment-là. Mais ce n'est pas quelque chose à... Il ne faut pas se dire qu'on va tenir toute la nuit en buvant 40 cafés. Ça, ce n'est pas très bon pour l'organisme, mais j'y reviendrai par la suite. Et puis après, la pression d'éveil, donc ça c'est plus en fait, on va essayer de décaler un petit peu ces courbes pour être éveillé quand ça nous arrange et endormi quand ça nous arrange. Et donc, qu'est-ce qui va vraiment synchroniser votre horloge? Et le gros synchroniseur de l'horloge, c'est le soleil, la lumière. Donc, il faut absolument s'exposer à la lumière. Je ne parle pas pour les travailleurs de nuit, là, je parle de façon générale. C'est-à-dire que si vous travaillez, que ce soit toute la nuit ou toute la journée, enfermé sans voir la lumière du jour, votre horloge, elle ne va plus trop savoir où elle en est. Donc ça, en fait, ça lui donne l'heure. Le but de votre organisme, c'est de se caler, pour quelqu'un qui travaillerait de jour, de se caler avec la lumière du jour. Donc, bien évidemment, là, il faut s'exposer à la lumière du soleil. Donc ça, c'est du soleil, et puis on verra les écrans, les LED, etc. vont aussi libérer cette lumière qui nous éveille. Mais ce qui reste le plus puissant, c'est quand même la lumière naturelle. D'autres synchroniseurs qui peuvent aider, l'alimentation. Donc, si vous décalez vos repas, etc., c'est des donneurs de temps, en fait, pour votre organisme. Et puis, l'activité physique, qui va également être un donneur de temps. Alors, comment ça fonctionne, cette horloge biologique? En fait, il faut comprendre qu'en journée, vous êtes exposé à la lumière.
il y a une certaine lumière qu'on appelle la lumière bleue, parce qu'elle a une longueur d'onde de 450 nanomètres, qui va aller activer certaines cellules de la rétine. Pas les cellules qui vous permettent de voir. D'autres cellules qui sont vraiment des petits capteurs de luminosité, les cellules à mélanoxine, qui, elles, vont renseigner notre horloge centrale, qui est vraiment au centre du cerveau, au niveau du noyau suprachiasmatique. Ça, c'est l'horloge, si vous voulez, de votre cerveau. Et donc, au moment où cette horloge reçoit le signal lumière, elle dit stop, on ne sécrète plus de mélatonine. Donc, il n'y a pas de mélatonine quand on est exposé à la lumière. En revanche, la nuit, il n'y a plus ce signal lumineux. Et donc, à ce moment-là, on dit, OK, on peut sécréter de la mélatonine. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la mélatonine est l'hormone de la nuit. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu ça, parce que la sécrétion de mélatonine va augmenter, vous voyez, tout au long de la nuit. Donc ça, c'est un premier message, c'est que ce qui va en fait perturber la sécrétion de mélatonine va perturber également le sommeil. Et donc la lumière, j'en viens à la lumière bleue, peut perturber cette sécrétion. Et notamment, où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, dans les écrans. Et les écrans de smartphone sont des pourvoyeurs. Donc ça, c'est une problématique, je sors un petit peu du contexte du topo, mais vous verrez que ça a quand même une implication pratique. Les adolescents, ils ont souvent des difficultés à s'endormir parce que de base, leur horloge est un peu ralentie. Donc, ils ont ce qu'on appelle un retard de phase. Ils vont avoir tendance à se coucher plus tard. Là-dessus, vous appliquez les réseaux sociaux, la lumière bleue, et donc on décale encore son rythme. Donc, sachez que quand vous vous exposez à cette lumière, eh ben, en fait, vous êtes en train de perturber un peu le fonctionnement de votre horloge. Donc, première petite contre-mesure, mais ça n'est là, on reparlera tout à l'heure, c'est qu'on peut mettre des filtres lumière bleue. Quand on ne veut pas s'exposer à cette lumière, on peut porter soit des lunettes, soit mettre des filtres sur ses écrans de smartphone. C'est des applications gratuites. Et donc, vous les téléchargez et vous dites de telle heure à telle heure, je mets un filtre. Alors, fonctionnement de l'horloge biologique, là, je vais parler un tout petit peu de la température. En fait, vous allez mieux dormir quand votre température corporelle s'abaisse. Tout ça, il y a des boucles de régulation et donc le fait que la température s'abaisse, ça dit aussi au cerveau, là, c'est l'heure de dormir. En fait, ce n'était pas représenté sur le schéma que je vous ai montré avant sur la pression d'éveil, mais on va avoir 2 moments de décrochage et donc une pression d'éveil qui va diminuer la nuit avec une température corporelle qui va baisser. Et puis, on va avoir aussi, quand même en journée, ce qu'on appelle la somnolence postprandiale. On dit souvent, j'ai mangé un peu lourd et du coup, je me suis endormie. En fait, c'est pas tellement ça parce que surtout que quand on mange un peu lourd, on a tendance plutôt à augmenter sa température corporelle. C'est que physiologiquement, c'est normal, entre 13 et 15 heures, généralement, il y a un petit décrochage de la vigilance. Vous êtes un petit peu plus somnolent et donc c'est plus propice, cette période-là est plus propice pour les siestes et c'est complètement physiologique. Donc, deuxième message pour bien dormir, il vaut mieux rester au frais. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile chez nous, en tout cas l'été, mais la température va jouer également sur le sommeil. Alors, à quoi elle sert cette horloge biologique? Eh ben, elle sert à plein de choses parce qu'en fait, c'est le chef d'orchestre qui va coordonner un peu l'expression de plein de fonctions biologiques, physiologiques, pour qu'elles s'expriment au bon moment. Donc, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vos performances cognitives vont, notamment vos processus, par exemple, attentionnels, de mémorisation, eh bien, vont varier au cours de la journée. Donc, généralement, on est un petit peu plus performant en fin de matinée, ça dépend des gens, mais voilà, il y a une variation. C'est pas représenté non plus sur ce schéma, mais la douleur, votre perception à la douleur change en fait au cours de la journée. Généralement, on est un petit peu moins sensible en début d'après-midi, vers 15 heures. Donc, c'est le bon horaire pour aller chez le dentiste, par exemple. Alors, il y a des petites choses comme ça. L'activité physique, motrice, on serait un peu plus performant en fin d'après-midi. Donc, vous voyez, ça peut avoir aussi des implications pour les athlètes, par exemple, de haut niveau. En fonction de l'heure à laquelle ils vont faire leur compétition, ça peut jouer. Donc, en fait, on a plein de l'humeur, il y a plein de choses qui sont régulées et qui vont, les hormones, bien évidemment, qui vont finalement se modifier tout au cours de la journée et qui ont besoin d'avoir l'heure. Vous regardez votre montre la journée, et vos cellules, en fait, elles sont toutes équipées, c'est ça qui est dingue, elles sont toutes équipées
d'une petite montre. Et en fait, ces petites montres, eh bien, elles reçoivent l'information de la montre centrale, donc au niveau de notre noyau suprachiasmatique, qui informe, c'est la grosse montre, on va dire le Big Ben de notre cerveau, et qui informe en permanence les cellules de tout l'organisme de quelle heure il est. Et ça leur permet notamment de savoir à quelle heure, par exemple, elles doivent se répliquer. Donc, se répliquer au bon moment, et ça va avoir des implications très importantes. J'y reviendrai juste après. Alors, quelles sont les conséquences du travail posté et notamment du travail de nuit, parce que c'était quand même l'objet de la présentation. En fait, on va avoir un impact qui va être très différent en fonction de à qui ça s'applique. Donc, les facteurs chronobiologiques, qu'est-ce qu'on entend par là? Si vous êtes court dormeur, vous allez mieux supporter. Si vous êtes travailleur de nuit et de phénotype vespéral, vous allez aussi mieux supporter. Donc, ça dépend vraiment, en fait, c'est pour ça que c'est important de se connaître, parce qu'on supporte plus ou moins bien les choses, déjà en fonction de son phénotype et de son chronotype. Si vous êtes jeune, généralement, on récupère plus facilement aussi d'une dette de sommeil. Donc, il y a tout ça qui va rentrer dans la balance. Les facteurs domestiques, c'est pas pareil si on a des enfants en bas âge, notamment avec des nuits qui sont déjà un peu fragmentées. Si sur la journée, vous rentrez de votre poste de nuit et que vous avez encore, j'en sais rien, aller chercher les enfants à l'école ou je ne sais quoi, sortir le chien. Donc ça va aussi influer. Et puis les facteurs sommeil, est-ce que vous avez un bon sommeil de départ ou pas? Parce que si déjà vous avez des difficultés de sommeil, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Donc l'impact de ce travail en horaire décalé va dépendre des horaires de début et de fin de poste. Alors, ce qu'on essaye d'éviter, c'est de commencer ou terminer son travail entre 2 et 5 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est durant cette période-là qu'il y a une baisse très importante de la vigilance. Donc, le risque accidentel est augmenté. Donc, si possible, il faut éviter en fait d'être sur la route aussi, parce que vous pouvez avoir quitté votre travail, mais être sur le trajet de retour à la maison. Éviter ces horaires-là. La durée maximale de travail, ce qui est recommandé, c'est 8 heures. Et c'est alors je vois qu'il y en a qui font la grimace, ce n'est pas toujours possible, et de ne pas dépasser les 10 heures, parce qu'on sait que le risque aussi de troubles de la vigilance et accidentels augmente au-delà de 10 heures de travail continu. Alternance des équipes, ça dépend en fait si vous êtes par exemple toujours sur un poste de nuit ou si vous alternez sur du jour, enfin du matin, de l'après-midi, de la nuit. C'est là où ça va être le plus compliqué parce que pour votre horloge biologique, ça va être beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Et puis la rotation, est-ce qu'elle se fait en sens horaire ou anti-horaire? C'est-à-dire que c'est plus facile de passer de jour, de matin, puis d'après-midi, plutôt que d'après-midi, de matin et de nuit. D'accord? Et quel est le rythme de cette rotation? Alors, ils appellent cycle long à partir du moment où vous restez, on va dire, 5 jours sur le même poste. Et des rotations rapides si vous faites, par exemple, 3 jours de nuit, puis ensuite vous passez du matin, etc. Mais ça reste, on va voir, d'un point de vue biologique, quand même des rotations qui sont très rapides. Parce que globalement, l'horloge, elle met à peu près 2 semaines à vraiment bien se resynchroniser. Donc, ça reste de toute manière très, très rapide. Donc, conséquence, la première conséquence, c'est la privation de sommeil. Les gens qui ont un travail posté sont en dette de sommeil et la dette est encore plus importante chez les travailleurs de nuit. Donc, en moyenne, c'est une perte d'1 heure de sommeil. Si on regarde les travailleurs de nuit, ils dorment environ 6 heures, enfin en moyenne. Sur les études, ce qui ressort, c'est à peu près 6 heures sur les 24 heures. Les travailleurs du matin perdent un peu, ils sont généralement vers 6h30, 7h, et ceux de l'après-midi, en fait, ont l'impact qui est le moindre. Et eux, généralement, ils arrivent à avoir à peu près 8 heures de sommeil, mais encore une fois, c'est des chiffres, c'est des moyennes. Après, c'est, je dirais, personne dépendant. Le risque accidentel est beaucoup plus important, notamment chez les travailleurs de nuit et surtout si le retour, donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça, si vous avez un trajet retour de plus de 45 minutes, là, on sait aussi qu'il y a une baisse de vigilance et donc il y a un risque d'accident. Il faut avoir en tête que quand vous faites une nuit blanche, si vous avez travaillé de nuit et que vous n'avez pas pu dormir durant cette nuit, c'est comme si vous repreniez le volant avec 0,9 g d'alcool dans le sang. C'est énorme. Donc,
ça, c'est vrai que ça pose aussi la question, on en parlait avec Sanela hier, combien de fois on a repris la voiture après une garde, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des systèmes de covoiturage, les transports publics quand c'est possible, ou voilà, de taxi, quelque chose en tout cas, ou je ne sais pas, d'autres mobilités moins polluantes, mais qui soient aussi moins dangereuses pour rentrer chez soi. Alors, je vous parlais de l'horloge biologique et de sa capacité à se réadapter. Donc là, c'était une petite étude où ils ont pris 14, je crois qu'il y avait à peu près 14 participants, peut-être même un peu moins, qu'ils ont exposé à un travail de nuit et ils ont regardé la sécrétion de mélatonine. Et en fait, ce qu'on voit, donc là, vous avez la sécrétion de mélatonine de nuit quand ils travaillent de jour. Et puis ensuite, on les oblige, on les fait travailler de nuit et on voit ce que ça donne. Et vous voyez qu'il y en a certains, ils arrivent à bien décaler leur sécrétion de mélatonine sur la journée, quand ils dorment, donc entre 8 et 16 heures, et puis d'autres pas du tout. Donc, ça veut dire que ça va être très variable d'une personne à une autre. Et après, c'est aussi tous les petits conseils que va vous donner Sanela qui vous permettront on va dire, alors je ne vais pas vous dire que ça va resynchroniser complètement votre horloge, mais en tout cas, d'essayer de la synchroniser sur vos horaires de travail. Conséquence du travail posté de nuit, en fait, c'est difficile de savoir quel est l'impact parce que, comme vous l'avez vu dans les diapos précédentes, il y a systématiquement une réduction du temps de sommeil. Donc, en fait, on ne sait pas trop si c'est lié à la dette de sommeil ou si c'est lié à la désynchronisation de l'horloge biologique. Il y a toujours ces deux facteurs-là qui sont associés, mais plusieurs études ont quand même montré, alors, pour certains, des effets avérés, d'autres probables et d'autres possibles. Ça dépend un peu de la force des études. Mais donc, il y a différents impacts, différentes conséquences que je vais repasser en revue. Donc, pour ce qui est des troubles thymiques, ça, c'est les troubles de l'humeur, plus de dépression, plus d'anxiété chez les travailleurs postés, notamment de nuit, et modification du comportement alimentaire qui est en fait complètement physiologique, c'est-à-dire que quand vous allez travailler la nuit, il y a des sécrétions hormonales qui font que vous allez être plutôt attiré, sans même vous en rendre compte, vers des aliments gras, sucrés. Donc, vous allez avoir tendance, en tout cas, à consommer des aliments qui sont quand même moins bons pour la santé et qui sont plus à risque pour le diabète, pour la dyslipidémie, donc l'augmentation du cholestérol, etc. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça parce que votre cerveau vous oriente vers ces aliments-là. Troubles cognitifs, il n'y a rien qui est vraiment trop prouvé pour le moment. Les travailleurs de nuit sont moins bons sur des tâches, notamment de temps de réaction, donc de vitesse de réaction, mais c'est pas forcément, je dirais, très important. Ce qui vous intéresse plus, c'est les maladies neurodégénératives. Donc, par exemple, la maladie d'Alzheimer, il n'y a rien qui est prouvé. Maintenant, on sait quand même qu'il y a des processus de clairance, donc de nettoyage, entre guillemets, cérébral durant la nuit. C'est-à-dire que votre sommeil, il ne faut pas le négliger parce que c'est à ce moment-là que passent les éboueurs du cerveau. C'est-à-dire que les déchets que vous avez accumulés, ils sont éliminés. Alors, c'est des études qui ont été faites chez l'animal, donc voilà, il nous manque encore des données, mais on sait quand même qu'il y a un phénomène de nettoyage, de purge cérébrale durant la nuit. Donc, je dirais que c'est plus une histoire de quantité de sommeil, mais en tout cas, ne pas négliger son sommeil parce qu'il est important aussi de ce côté-là. Et puis, il y a une action sur les systèmes. Alors, système nerveux autonome, c'est quoi? C'est ce qui va réguler votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque. Donc, on a plus facilement de l'hypertension artérielle quand on travaille la nuit, par exemple, parce qu'il va y avoir une modification de ce système-là. Modification des systèmes endocrinologiques, donc c'est tout ce qui est hormonal. Il y a certaines hormones qui sont sécrétées que durant la nuit, en tout cas, qui vont suivre la plupart des sécrétions hormonales, suivent l'horloge. C'est-à-dire qu'elle s'exprime, la sécrétion s'exprime à un certain moment. Quand on dose le cortisol, par exemple, on va le doser le matin parce que c'est là qu'on a le pic. L'hormone de croissance, elle va être sécrétée la nuit. Donc, typiquement, un enfant qui aurait des gros problèmes de sommeil, souvent, ces enfants qui ont une croissance, d'ailleurs, ça peut être un signe d'alerte pour les pédiatres.
quand il y a un arrêt de la croissance staturopondérale et en fait, il se passe quelque chose pendant le sommeil et ces enfants n'en disent plus parce que la GH n'est pas, l'hormone de croissance n'est pas sécrétée correctement. Et puis métabolique parce que ça perturbe en fait tout le système, notamment des lipides, donc plus de risque d'avoir du cholestérol, des triglycérides et des troubles aussi de la glycorégulation, donc la sécrétion de glucose dans le sang et donc à terme un risque plus important de diabète. Alors c'est des signaux, c'est-à-dire que ce n'est pas des risques forts, mais on voit qu'il y a quand même une petite augmentation du risque et donc ça, il faut en avoir conscience. Et de tout ça découle un risque cardiovasculaire plus important parce que vous comprenez bien que si vous êtes hypertendu, si vous avez du diabète, si vous avez du cholestérol, et ben, vous avez plus de risques de faire un accident cardiaque ou un accident vasculaire cérébral également dans le temps. Une baisse de l'immunité, on est un peu plus sujet aux infections. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais notamment les infections des dents, les infections hivernales type rhinite, ça a été montré. Et également, comme la réplication cellulaire ne va pas forcément se faire au bon moment, ça peut donner des mauvaises informations aux cellules et donc un risque tumoral qui peut être augmenté pour certaines pathologies. Je vais y revenir après. Les troubles de la reproduction, c'est une diminution notamment de la fertilité, une augmentation des fausses couches pour les travailleuses de nuit. Donc ça, c'est juste un petit schéma illustratif, mais pour le travailleur de nuit, son cerveau va être attiré plutôt, enfin va diriger vers des aliments qui sont plutôt riches en gras, en sucre, qui sont un peu les aliments réconfortants. Et on pourrait se dire, mais il dort moins, donc en fait, il va plus se dépenser parce qu'il travaille et de nuit, et puis la journée, en fait, il dort pas tant que ça, donc l'activité physique, ça y va. Et ben en fait, non, pas tellement, parce qu'on va avoir une activité en moyenne qui va être, ça va pas être l'activité sportive intense sur la journée de récupération. Et donc, en fait, si on regarde sur la dépense énergétique, en fait, le travailleur de nuit, il se dépense moins. Et du coup, il grossit plus facilement, enfin, il prend plus facilement de poids et donc, à terme, un risque cardiovasculaire qui est quand même un peu augmenté. Alors, ça fait un peu peur comme diapositive, mais les mécanismes qui seraient impliqués dans la survenue des cancers, il y en a plusieurs pour expliquer ça. Comme je vous l'ai dit, chaque cellule a une horloge. Elles sont toutes équipées d'une petite montre. Et donc, si la montre n'est pas à l'heure et si la cellule ne se réplique pas au bon moment ou comme il faut, c'est-à-dire qu'elle se réplique plus qu'elle ne devrait se répliquer, et c'est là qu'on peut avoir une tumeur qui se développe. La vitamine D aussi joue beaucoup dans tout ce qui est immunité, inflammation, et donc l'exposition au soleil, c'est ça qui vous permet en partie de synthétiser votre vitamine D, donc c'est quand même important de s'y exposer. Et puis, le mode de vie, si vous consommez des aliments, enfin de la junk food, si vous fumez pour vous maintenir réveillé, par exemple, ça, c'est des choses, bien évidemment, qui sont très mauvaises, enfin, sur le plan tumoral, qui sont bien connues. Et les troubles du sommeil, enfin, le fait d'avoir un sommeil qui est très fragmenté ou une grosse dette de sommeil, d'être en privation chronique de sommeil, ça aussi, ça joue sur le risque de survenue de cancer. Alors, ce qui est montré, c'est qu'il y a un surrisque de cancer du sein. Et donc, c'est particulièrement important pour les travailleuses de nuit d'avoir, ce qui est recommandé, c'est vraiment d'avoir un suivi gynécologique une fois par an. Cancer de l'endomètre, il y a quelques petits signaux. Et chez les hommes, il y a le cancer de la prostate qui ressort. Alors, c'est léger, hein, c'est un petit surrisque, mais bon, il y a quand même quelques petits signaux. Et notamment cancer du côlon aussi qui ressort. Les conséquences sur la fertilité, donc diminution de la fertilité, un risque de fausse couche, de retard de croissance intra-utérin et de prématurité. Et puis le risque, donc toujours chez la femme, de cancer du sein et peut-être de l'endomètre. Donc un suivi vraiment gynécologique, j'insiste là-dessus, annuel, et il n'est pas recommandé de travailler de nuit après 13 semaines d'aménorrhée chez la femme enceinte. Donc ça, c'est important aussi de penser à demander à basculer sur un poste de jour. Ça fait partie du code du travail, donc c'est important d'y penser.
Donc maintenant, je vais laisser la parole à Sanela, qui va vous parler un peu des contre-mesures. Alors, du coup, j'ai un peu mené ma petite enquête. Donc, j'ai pu rencontrer divers professionnels, différents. Il y avait un travailleur de nuit, un travailleur aux horaires alternés et un travailleur du matin. Et j'aurais demandé un peu ce qu'ils ressentaient et comment ils s'organisaient, surtout par rapport au sommeil. Donc, du coup, on va commencer par le travailleur de nuit. Je vous laisse écouter, puis on reviendra dessus après. Alors, on n'a pas de son. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas testé le son. Je ne suis pas sûre que ce soit branché. 15 ans, vous entendez ou pas? Ouais. IME, je vais en mettre au début. Me présenter. Bonjour, donc moi c'est Romain. Je bosse depuis 15 ans dans un IMPRO, IME. Je m'occupe d'ados handicapés mentaux légers, autistes, voilà, c'est ce genre de population. D'accord. Et ça fait 15 ans, je fais les nuits, je suis veilleur de nuit. D'accord, ok. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes horaires? Alors mes horaires, donc c'est du lundi au jeudi inclus. J'attaque à 21h45 et je finis à 7h le matin. Avec les années, disons que j'ai pris un peu plus de facilité, mais au début c'était compliqué de trouver un roulement parce qu'on est forcément en décalé. D'accord. D'autant plus après quand on a des enfants à s'occuper à la maison. Donc en fait, je m'organisais souvent comme ça. Je dors un peu le matin quand je rentre après un petit déj. Je dors 2-3 heures. Et ensuite, je faisais ce que j'avais à faire entre midi et 2 pour redormir une paire d'heures l'après-midi. Mais chaque journée, ça me faisait 5-6 heures de sommeil récupéré. Des années après, voilà, au bout de 15 ans, j'ai trouvé cette manière de fonctionner, sachant que après, je sais bien que je ne faisais pas des nuits complètes. Chaque jour, je me reposais 5-6 heures, c'est rien du tout. Mais disons, c'était mon minimum vital, entre guillemets, et ça me permettait, disons, de tenir et de ne pas être au niveau santé, disons, rappelable. Je suis en semaine, donc je suis en week-end le vendredi matin. Oui. Du coup, comment ça se passait pour les week-ends quand tu ne travaillais pas? Alors, ce que je faisais, c'est que, en fait, souvent en fin de semaine, donc le vendredi matin, quand j'étais en week-end, j'étais fracassé de la semaine. Des journées de 5-6 heures de sommeil, c'est pas le nirvana. Et souvent, je me forçais à pas dormir le vendredi la journée. Déjà, moi aussi, parce que j'avais les petits à m'occuper, quand il n'y a pas la cantine, etc. Et puis, ça me permettait au moins de dormir comme une pierre le vendredi soir et faire une grosse nuit, style 20h à 9-10h le lendemain. D'accord. Pour récupérer de ma semaine, entre guillemets. D'accord. Parce que si je dors moi le matin trop étalé, disons, sur la journée, après le soir, j'ai des grosses difficultés pour me rendormir malgré qu'il y ait la fatigue. D'accord. Donc, du coup, et le samedi, dimanche, quand tu ne travaillais pas et ou les vacances, tu arrivais à retrouver un rythme normal? Globalement, oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, non. Ça c'est le problème des travailleurs de nuit, c'est que on a toujours des difficultés au niveau de l'horloge biologique et ça ne se met jamais en place quand on le voudrait. Donc, globalement, j'arrive à rattraper le week-end et reprendre le rythme des nuits après à partir du jeudi soir. Mais ça ne fonctionnait pas toujours. D'accord. Voilà, donc du coup, vous avez vu Romain qui est travailleur de nuit. Donc il est assez atypique, on va dire, parce que ce qu'il nous dit là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez les travailleurs de nuit. À savoir, quand il rentrait, il dormait un peu et il se réveillait, parce que souvent, il y a des enfants dans les familles, et se rendormait un petit peu l'après-midi avant de commencer le travail. Donc c'est vraiment, du coup, un exemple type. Et il avait une méthode assez violente et un peu flash de se remettre un peu dans un cycle entre guillemets normal. Donc c'était de faire une nuit blanche pour pouvoir se coucher un peu plus tôt son jour de repos. Donc du coup, pour les petits conseils pour faire face au travail de nuit, ce qu'on pourrait vous conseiller du coup, c'est de faire 3 nuits maximum consécutives. De prévoir son repos suivant. Et je rebondis aussi par rapport au planning, c'est de les connaître suffisamment à l'avance, mieux qu'on peut, pour pouvoir un petit peu tout anticiper. Parce que c'est important de pouvoir anticiper.
et de pouvoir, dans la mesure du possible, de faire une petite sieste dans la nuit entre 2h et 4h du matin pour pouvoir éviter cette baisse de vigilance, surtout en rentrant à la maison, entre le moment où on quitte le travail et le moment où on rentre à la maison. Ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est en début de poste, de bien s'exposer à une lumière assez forte pour donner une illusion de jour, comme quelqu'un qui se lève le matin, et de diminuer justement cette luminosité en fin de poste pour commencer tout doucement à se mettre dans un état de veille, mais tout doucement. Donc, je reviens aussi sur les filtres. Donc, pour ceux qui travaillent devant un écran avec leur téléphone, de pouvoir mettre justement ces filtres bleus à partir d'une certaine heure, pas au tout début de nuit, mais à partir d'une certaine heure, peut-être après la sieste, entre 2h et 4h du matin, commencer à penser à ce genre de petites choses. Évidemment, l'alimentation joue un rôle vraiment primordial chez les travailleurs de nuit, mais chez toutes les personnes. Donc forcément, des repas équilibrés, une bonne hygiène alimentaire, ça favorise un bon sommeil. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les repos compensateurs, donc entre 2 prises de poste, il faut au minimum 11 heures. C'est ce qu'on appelle un repos compensateur. Voilà pour les travailleurs de nuit. On va passer du coup aux travailleurs du matin. Et on va voir du coup comment on s'organise. Bonjour, tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis infirmier en EHPAD depuis 5 ans. D'accord, quels sont tes horaires? 6h30, 14h30. D'accord. Donc du coup, comment s'organise ton sommeil? Mon sommeil, écoutez, la veille, j'essaie de me coucher vers les 22h parce que généralement 23h, minuit, ça reste assez compliqué pour me lever le matin. Donc tu te couches un peu plus tôt? Je me couche un peu plus tôt que d'habitude. D'accord. Et quand tu rentres du travail, donc à 14h30, comment ça se passe? Généralement, je fais une petite sieste de 30 minutes, 1 heure. D'accord. Voilà, parce que j'en ai besoin pour récupérer. Donc, avant d'occuper mes occupations quotidiennes, on va dire. Est-ce que le rythme te convient? Le rythme me convient, je suis quelqu'un de plutôt posé, donc c'est très bien. Même si c'est un peu dur le matin, le réveil, je l'avoue. Voilà, en me couchant assez tôt le soir, j'arrive à gérer mon travail. Merci. Oui. Alors du coup, là, on a eu un exemple d'un travailleur du matin, mais c'est pas que du matin, mais du coup, on a pris l'exemple sur les semaines du matin. Donc, travail de 6h30 à 14h30. Donc là, ça a l'air plutôt bien organisé, puisqu'il a trouvé la solution de se coucher un peu plus tôt. Donc, ce qui paraît logique, voilà, quand on commence plus tôt, on se couche un peu plus tôt, mais c'est pas forcément évident à faire, mais ça reste assez logique. Et de faire une petite sieste en rentrant. Faut pas faire des siestes de 3 heures non plus, mais une demi-heure, 1 heure, bon. Du coup, c'est ce qui lui permet de tenir pour le reste de l'après-midi et de continuer sa journée. Donc là, du coup, les conseils par rapport aux travailleurs du matin, c'est déjà de prendre en compte le temps de trajet. Forcément, si vous êtes à 5 minutes du travail ou à 1 heure, il y a quand même une différence. Donc, si vous êtes vraiment loin de votre travail, bien, vraiment se coucher vraiment plus tôt et de pouvoir l'anticiper. Par rapport à l'exposition de la lumière, ça va être le même conseil que pour les travailleurs de nuit. Donc, de s'exposer à une lumière forte en début de journée de travail pour vraiment donner cette illusion, encore une fois, de la journée qui commence et de baisser au fur et à mesure cette luminosité. Et le petit déjeuner, on organise l'hygiène alimentaire. Petit déjeuner riche en protéines qui est éveillé, la protéine éveillante, et un café en début de poste. Voilà. Maintenant, du coup, on va passer au travail avec les heures alternées. On va voir comment Cynthia a fait. Je m'appelle Cynthia.
J'ai 49 ans, je travaille au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Magones. Ça fait 17 ans que je travaille dans la pénitentiaire. Et voilà. D'accord. Du coup, quels étaient tes horaires? Alors, mes horaires variaient énormément. Prenons l'exemple du lundi, je commençais l'après-midi de 13h à 19h. Ce sont des horaires de 6h15. Le lendemain, le mardi, je commençais par exemple l'après-midi aussi de 13h à 19h, horaire 6h15. Et le mercredi, c'est ça qui était le plus compliqué, je travaillais le matin de 7h à 13h. Et le soir, je reprenais de nuit de 19h à 7h du matin. Quel était ton sommeil pendant les jours où tu travaillais? Alors, pendant les jours où je travaillais, quand je sortais à 13h, c'est vrai que j'avais une certaine fatigue parce que je m'étais levé tôt le matin. Donc, à 13h, je mangeais et je faisais la sieste de 14h au moins jusqu'à 17h. D'accord, ok. Et quand tu travaillais de nuit, quand tu finissais à quelle heure le matin? À 7h du matin. D'accord. Du coup, tu rentrais chez toi. Comment ça se passait? Tu t'endormais de suite, pas de suite? Alors non, ça dépendait des fois. Mais franchement, le plus souvent, je ne dormais pas de suite. J'arrivais chez moi, il était 7h15. Donc j'ai un chien, il faut que je le promène. Donc déjà, je ne peux pas dormir. Et puis, avec l'ambiance de la nuit et toutes les actions, j'avais l'impression, en fait, que ma nuit, elle continuait, en fait. D'accord. Voilà. Donc, tu en manques de sommeil? Ben, je pense que non, mais en plus, c'est pour ça que j'étais souvent fatiguée. Les horaires de nuit, ça fatigue. D'accord. Et ça décale vraiment. Compliqué, on va dire 23h, minuit, des fois même 1h du matin. D'accord. Et tu dormais pendant combien de temps? 5h30, 6h par nuit. D'accord, c'était ta moyenne. Ouais, à peu près, ouais. D'accord, ok. Et donc, du coup, maintenant, tu as décidé de changer tes horaires. Voilà, maintenant, j'ai décidé de passer en horaire de journée. Hein, ce sont des journées de 12h, 7h, 19h. Et j'avoue que je me sens moins fatiguée. D'accord. Je vais pas dire que je dors. Enfin, si, déjà, je dors moins. Parce que j'ai pas forcément envie de dormir quand je rentre à 19h. Donc, au contraire, je suis encore active, j'ai des trucs à faire. Et des fois, je m'endors, il est 21h, 22h. D'accord. Voilà. Faire du sport, courir, en fait, s'évader un peu de natation, de vélo. Et puis, il faut aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation. Voilà. Et pas trop se fatiguer, je pense. Voilà. Ok. Donc du coup, vous avez pu voir Cynthia avec des horaires vraiment très variables dans la semaine. Donc elle travaille du matin, d'après-midi et de nuit. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué pour elle et le sommeil, puisqu'elle rentrait chez elle après 13h, ben, elle faisait 3 heures de sieste, peut-être même un peu plus. Donc du coup, forcément, ça l'a décalé, puis elle revenait le soir même pour faire la nuit. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué pour elle, mais bon, elle avait quand même essayé d'avoir de bons conseils, de bonnes choses pour elle, avec l'alimentation, le sport. Et du coup, elle a pu évoluer professionnellement, parce qu'elle a fait ça pendant 17 ans, donc quand même, c'est long. Donc du coup, elle a évolué en changeant ses horaires. Donc du coup, comment faire face à ces heures de travail alternées? Donc du coup, déjà, je reviens sur l'anticipation des plannings, qui est du coup très importante, de savoir à l'avance pouvoir se programmer ces temps de sommeil et puis toutes ces autres activités. Les repos compensateurs, d'avoir 11 heures entre 2 prises de poste, c'est très important. Et les rotations lentes bon, je me suis perdue dedans. Voilà, pour le matin, d'essayer de ne pas commencer trop tôt. On fait évidemment du mieux qu'on peut avec ce qu'on nous donne. Voilà, ce qui était difficile, c'est qu'elle faisait matin, et puis la nuit, en fait, donc ça n'arrêtait pas de changer. Elle n'avait même pas de repos compensateur suffisant, en fait, entre son matin et sa nuit. Donc, ça aurait été peut-être plus facile pour elle d'être une semaine ou deux du matin, puis ensuite de changer, plutôt que d'alterner comme ça aussi vite. Donc, ça, c'est des cycles très rapides sur une même semaine. Et du coup, je reviens sur c'est pas légal. Mais j'ai réfléchi du coup dessus et je me pensais comme elle était du matin et qu'elle ne faisait pas les 8 heures. Oui, elle peut-être que c'est pas considéré comme une vraie journée, une journée entière de travail. Oui, il devait y avoir une astuce, parce que sinon, oui, c'est sûr, faire ça aussi long. Voilà.
Et du coup, en rentrant de nuit, elle avait quand même du mal à s'endormir de suite. Hein. Alors, quand elle dit pour finir sa nuit, c'était surtout par rapport à l'action dans son travail, finalement. Donc, c'était pas du tout repos. Parce que les nuits sont beaucoup plus agitées en prison que les journées. Les journées. Du coup, sur d'autres postes, ça peut être l'inverse. Mais voilà. Du coup, elle avait vraiment du mal à s'endormir. C'était compliqué. Mais maintenant, ça va mieux. Merci, Samela. Merci à vous. Du coup, bah, voilà, on vous a parlé un peu surtout de la luminosité, ça qui est importante, l'exposition à la lumière, l'alimentation, l'hygiène de vie en général, essayer vraiment de préserver son sommeil avec ce qu'on peut, mais en tout cas ne pas trop rogner sur son sommeil parce que c'est le principal problème, c'est la dette de sommeil chez les travailleurs postés. Et puis, Sanella a bien insisté là-dessus sur essayer d'anticiper au maximum quand vous avez vos plannings. Vous dire, bon, bah là, si je suis en week-end, peut-être rentrer un petit peu plus tôt pour pouvoir vous reposer, faire une sieste avant votre poste de nuit, par exemple, des choses de ce type-là. En tout cas, essayer d'anticiper au maximum. Et puis après, quand c'est possible, c'est dans l'évolution de votre plan de carrière, de voir aussi si vous pouvez à terme passer sur un poste du matin, d'après-midi, de jour plus standard. Les experts pensent qu'au bout de 5 ans, en fait, on commence à avoir quand même un retentissement biologique de ce travail de nuit. Les études, ça a été fait chez des travailleurs généralement qui avaient été exposés pendant plus de 15 ans. Donc voilà, quel est l'impact, quelle est l'intensité de l'impact? On a des petits signaux, comme je vous ai dit. Je pense qu'il faut en avoir conscience pour pouvoir justement mieux prévenir ces complications. Mais après, il faut bien faire avec ce qu'on a. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent la nuit parce que sinon, notamment nos patients, je ne sais pas comment ils feraient. Donc voilà, c'est de toute manière, on ne supprimera pas le travail de nuit, c'est sûr, mais essayer d'adapter au mieux. Alors, c'est aussi le rôle du médecin du travail. Je ne pense pas qu'il y en ait dans l'assistance aujourd'hui. Mais c'est important vraiment de questionner sur la visite déjà d'embauche et puis ensuite sur le suivi, de vraiment questionner les salariés sur leurs habitudes de sommeil et de dépister des troubles du sommeil. Ce qui est dommage, c'est qu'avant 2017, c'était fait de façon plus régulière, notamment pour les travailleurs de nuit. Normalement, ce qui était recommandé, c'était quand même de les voir tous les 6 mois. Et que maintenant, c'est passé à 3 ans. Donc, c'est libre, c'est-à-dire que le médecin du travail fait comme il l'entend. Mais bon, 3 ans, ça fait quand même un peu long. Il peut se passer plein de choses. Donc, n'hésitez pas non plus, vous, si vous sentez qu'il y a cette complication qui est en train de se mettre en place, qu'il y a vraiment une difficulté sommeil, je pense que c'est bien d'en reparler avec la médecine, votre médecin et puis la médecine du travail parce qu'il y a des ajustements, des adaptations qui peuvent se faire. Et puis, il a un rôle aussi dans le dépistage des pathologies qui sont associées parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le travailleur de nuit, il est quand même plus à risque d'être en surpoids. Et qui dit surpoids dit aussi plus à risque d'apnée du sommeil, par exemple. Et donc, en fait, tout ça vient se combiner et à la fin, on peut aboutir à un véritable gros problème. Donc, avant d'arriver à cette situation-là, c'est mieux de prévenir. Et puis après, quand il y a un vrai problème, par exemple, de somnolence, c'est bien aussi de consulter dans les centres du sommeil, de peut-être faire des examens spécialisés. Nous, on a la chance d'avoir un laboratoire du sommeil qui peut proposer ce type d'examen et en plus dans des délais plus que raisonnables. Donc, c'est l'occasion en plus pour ceux qui sont sur place. Vous êtes manifestement tous locaux, les internautes, je ne sais pas. Mais voilà, il y a cette possibilité aussi d'explorer votre sommeil à la clinique. Et puis, s'il y a besoin de faire des examens, on fera les examens dédiés. Et puis ensuite, pour le risque accidentel, ça c'est quand même ce qui nous préoccupe particulièrement, les accidents notamment de trajet. Quand vous rentrez chez vous, je vous disais, une nuit blanche, c'est 0,9 g d'alcool dans le sang. Donc, qui reprendrait sa voiture avec autant dans le sang, bon, voilà. Donc, il y a des petits outils qui existent, qui peuvent... il y a déjà des voitures qui sont de plus en plus intelligentes. Donc, quand vous passez sur la ligne, etc., le volant va vibrer. Il y a plein de systèmes anti-collision qui sont mis en place. Mais il y a aussi des systèmes de détection au niveau du visage. Si, par exemple, vous commencez à fermer les yeux,
et ben, ça va détecter que vous êtes en train de vous endormir et ça va envoyer soit un son, soit une vibration. Il y a des systèmes également de bagues. Alors, soit la bague, soit au niveau de l'oreille. L'oreille, ça va en fait détecter la position de votre tête. Et s'il sent que vous êtes trop latérisé, que vous êtes en train de vous endormir, ça va vibrer pour vous réveiller. Et la bague, c'est pareil, quand il y a moins de mouvement au niveau du volant, ça va envoyer un signal sonore, soit vibratoire, pour vous réveiller. En soi, ça peut quand même vous sauver la vie et sauver la vie d'autres usagers de la route. Donc, bon, c'est pas anodin. Maintenant, ce qui est recommandé, hors travail posté, c'est sur les trajets longs, une pause tous les 2 heures, au moins 15 minutes, un café. Ça va pas vous empêcher de dormir, en fait, hein, parce que le café, le temps que la caféine fasse effet. Donc, vous dites, je me pose, je fais une sieste et je prends même un café au début de ma sieste et comme ça, je repars direct après. Ça, c'est pas du tout gênant. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Nos partenaires dans le cadre de cette semaine Mois du cerveau. Et puis, je voulais surtout remercier toute l'équipe sommeil. Donc, c'est un peu notre force ici, c'est qu'on on est nombreux, mais c'est surtout qu'on a plein de spécialités et, je dirais, d'intérêts différents. Donc, vous voyez, on a un pôle pluridisciplinaire avec un médecin généraliste et nutritionniste. On a une dentiste, on a des ORL, on est très content parce qu'on est 3 neurologues depuis cette semaine, donc c'est tout nouveau, mais on a fait le docteur Taillant. Et puis, on a nos techniciens, parce qu'on a quand même un homme du sommeil qui sont hyper accueillants. Enfin, on a toujours des super bons retours des patients et qui sont là aujourd'hui pour vous accueillir au laboratoire du sommeil. Encore une fois, n'hésitez pas à y passer. On a un enseignant en activité physique adaptée, une psychologue aussi qui vient nous aider. Un kiné, alors vous pouvez vous dire, mais un kiné dans le sommeil, c'est quoi le rapport? Et bien en fait, dans le syndrome d'apnée du sommeil, on peut retonifier la langue chez certains patients, ça diminue les apnées. Et donc, il voit les patients, il fait des bilans et il leur donne les outils pour tonifier leur langue. On a une cardiologue, une infirmière en pratique avancée qui fait également de l'éducation thérapeutique comme notre technicienne du sommeil. Et puis, nos 3 secrétaires qui ont un gros travail de coordination. Je remercie Nelly Gros qui est présente pendant la conférence. Donc, voilà, on est toute une équipe et ça fonctionne bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer nous voir si vous en avez envie. Et maintenant, je vous laisse si vous avez des questions à poser. On a un petit temps d'échange. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. La télévision, ça fait partie. Je ne sais pas qui, peut-être madame, oui. La télévision, ça fait partie des lumières bleues. Ça dépend des écrans. Alors, généralement, les nouveaux écrans, ils ont des filtres, en fait, qui s'appliquent directement, mais ça dépend un petit peu de la... En fait, c'est surtout les écrans LED qui vont diffuser de la lumière bleue. Et plus vous allez sur des appareils de nouvelle génération, plus, en fait, le filtre lumière bleue s'applique automatiquement. Alors, sur les téléviseurs, je ne pourrais pas du tout vous dire parce que je ne connais pas trop. En revanche, sur les ordinateurs, les iPhones et les Mac, généralement, en fait, mettent dans les paramètres, vous n'avez rien à régler, c'est déjà mis en place. Après, si vous voulez vérifier, il faut aller dans les paramètres. Où j'ai un patient la dernière fois qui m'a dit c'est pas compliqué, je vais demander à Siri. Et puis du coup, il a dit Siri, j'ai un filtre lumière bleue. Et du coup, il lui a appliqué quelle heure voulez-vous. Et puis il a réglé comme il voulait ses paramètres. Après, sur les autres dispositifs, faut aller regarder en fait spécifiquement. Oui. Monsieur, du coup, vous avez peut-être une question? Ça m'intéresse énormément. Je pense que je vais prendre le temps avec vous. Je m'appelle Claude, j'ai 50 ans, je suis fonctionnaire de police à la Major de Montpellier. Ça fait depuis 4 ans et demi que je travaille de nuit. Et mes horaires, c'est 12h30 de nuit. C'est-à-dire que je fais 2-2-3. 2 jours de boulot, 2 jours de repos, 3 jours de boulot. La semaine d'après, c'est 2 jours de repos, 2 jours de boulot, 3 jours. Ça fait depuis le mois de septembre 2018 que je suis arrivé sur Montpellier. On n'a pas laissé le choix d'aller à la nuit. Mes collègues me disaient qu'il fallait 8 mois pour s'adapter, il m'a fallu 2 ans. De 2h à 4h du matin, j'avais beau dormir toute la journée. C'est dur. Énormément de téléphones, parce qu'en plus j'ai 7 ordinateurs, 7 écrans. Donc la pause de faire la petite sieste de 30 minutes, c'est pas possible. Et
Et quand on vient, je m'endors à 8 h du matin, à midi, je me réveille. Mais sauf que quand on se réveille pour aller aux toilettes, il y a la lumière, donc ça réveille tout. Et je dors 5 heures. Et en plus de ça, je fais l'apnée du sommeil. Je fais l'hypertension. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore? J'ai bien vu le cholestérol. Et bien évidemment, la nuit, oui, à la malbouffe. Sur le fait qu'on achète toujours les plats déjà préparés pour gagner du temps. En ce qui concerne mon rythme de sommeil, je ne le connais pas du tout. Je sais qu'à un moment, moi, avec l'apnée de sommeil, parce que je suis appareillé, moi j'avais cette barre au front. Ouais. On me disait, voilà, est-ce qu'après avoir mangé, vous avez envie de dormir? J'ai envie de dire oui. Sauf que je faisais l'apnée du sommeil et je faisais 36 apnées par heure. Donc sur 8 heures de sommeil, je dormais 4 heures. Et quand je ne travaille pas, j'ai beaucoup de mal à dormir. Je me couche à 2h, 3h du matin, même si je suis au lit à 22h. Le sommeil vient entre 2h et 3h du matin. Donc, par exemple, là, ce week-end, je ne travaille pas. J'ai une activité sportive parce que je suis en national arbitre football américain. Donc, on court toujours. Mais je sens, par exemple, pendant que vous êtes en train de parler, je sentais une petite vigilance qui déclinait. Donc, je pense que je vais prendre des voix. Il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez peut-être commencer par un agenda aussi du sommeil, vous savez, pour voir vraiment vos habitudes, en fait, c'est qu'on ait une amplitude, justement, ça nous donnera une idée de votre rythme, et puis de l'amplitude horaire sur laquelle vous dormez. Parce qu'en plus, quand il y a des fois, je peux dormir 7 heures. Il y a toujours un livreur Amazon, il y a toujours des travaux, il y a toujours une voiture qui passe, et qui fait qu'il y a toujours surtout la pause pipi qui fait qu'on se réveille. Ouais. J'ai beau essayer d'avoir tous les volets fermés. Oui, c'est ça, il faut essayer de s'isoler au maximum parce qu'en fait, vous recréez un environnement de nuit pendant le jour, ce qui est pas évident parce que la Terre ne s'arrête pas de tourner à ce moment-là. Donc, il y aura forcément des stimulations. Après, c'est au maximum diminuer, donc fermer les volets, comme vous dites, peut-être boule qui est pour ceux qui supportent. Enfin, voilà, essayer de s'isoler sensoriellement du reste de l'environnement pour essayer d'avoir la meilleure qualité, en tout cas environnementale de sommeil au moment où vous vous couchez. Mais ça, on ne choisit pas ces contraintes. Enfin, en tout cas, on ne peut pas toujours les choisir. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de jongler avec tout ça. Mais en ce qui concerne les écrans, on a un choix. Comme je vous ai dit, c'est 18h30 jusqu'à 7h du matin au travail. Et il y a aussi après la journée, quand on a une vie compliquée à l'état-major, on a toujours le SMS, au fait, il y a une affaire qui s'est passée super importante, et on reste toujours éveillé. Et j'arrive à dormir que quand je suis en congé annuel, au bout d'une semaine. Oui, vous arrivez un peu à décrocher. Ouais, à décrocher. Je pense qu'on l'a tous vécu, notamment sur les gardes, où on pense à un patient et c'est dur ou Cynthia qui le décrivait bien aussi dans sa vidéo, de dire bon voilà, maintenant c'est fini, je peux dormir. Il y a eu toute cette agitation de nuit avant, donc ça il faut essayer de mettre en place des espèces de petits rituels quand on entre soit quand on voit des patients insomniaques, on leur préconise de mettre en place des rituels de coucher, donc ça va être un peu de méditation, faire un peu toujours les mêmes choses dans le même ordre, pour que le cerveau imprime quelque part que ce moment-là, on va se préparer à aller dormir. Vous voyez, et pas essayer de diminuer le rythme, déjà de ne pas être dans le rush, dans la course, couper le téléphone. Ça, vous allez me dire, c'est peut-être pas possible, vous n'avez peut-être pas le droit de le faire, j'en sais rien, mais bon, voilà, essayez vraiment de s'isoler du reste et d'avoir cette petite routine qui prépare en fait votre cerveau au sommeil et de descendre d'un niveau, déjà de vous conditionner en fait à rentrer dans une phase de sommeil. Oui. Moi, je suis infirmière de nuit, juste en face, à Camargue. Je voulais savoir au niveau de l'alimentation, le fait que finalement nos jours sont de nuit, oui. Et inversement. Alors, est-ce qu'il est bon de prendre un petit déjeuner ou un petit matin avant d'aller se coucher, ou alors il faudrait prendre un dîner? Alors, il n'y a pas de... C'est une question intéressante. Il n'y a pas du tout de recommandation là-dessus. Je pense qu'il y a deux aspects à voir. Comme vous travaillez de nuit, il vaut mieux que vous soyez éveillé la nuit. Donc, ce qu'on va recommander, c'est une alimentation plutôt riche en protéines.
déjà pour rester plus éveillé. Les sucres lents vont plutôt avoir tendance à favoriser le sommeil, alors que les protéines vont plutôt être éveillantes. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans un coin de la tête. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de tout inverser? Je pense que ça dépend vraiment des personnes, parce que y en a qui vont très mal le vivre socialement, c'est-à-dire que votre vie sociale, elle est forcément impactée du fait que vous travaillez de nuit. Si en plus vos repas sont décalés, donc que vous ne mangez pas forcément la même chose, enfin vous n'êtes pas dans un contexte, j'en sais rien, vous êtes petit déjeuner alors que les autres sont dans le contexte dîner, je dis n'importe quoi, mais ça va générer quand même aussi un décalage avec si vous mangez avec d'autres personnes. Et donc le côté plaisir de l'alimentation, il va peut-être un peu disparaître à ce moment-là. En fait, il faut voir si pour vous, ce n'est pas une contrainte et que vous le vivez bien, et bah, pourquoi pas? Parce que finalement, ça dit aussi à votre cerveau, bah, là, c'est dans cet ordre-là. Donc, en effet, ça envoie un signal à votre cerveau comme quoi, bah, en fait, c'est un peu le jour. La nuit, c'est un peu le jour. Mais il faut quand même garder la dimension plaisir et un minimum social. Mais ça, c'est tellement personne dépendant que je peux pas vraiment répondre. C'est vous qui pouvez le déterminer. On travaille ensemble, infirmière aussi en face, depuis 20 ans maintenant ici. Par rapport aux lumières bleues, vous disiez, nous, ça voudrait dire que nous, il faudrait qu'on mette la lumière bleue à partir de certaines heures sur nos écrans d'ordinateur? Alors, quand vous commencez votre poste, là, tout est allumé. Oui. Mais là, c'est plutôt une bonne chose que vous soyez exposé à cette lumière bleue, parce que ça envoie le signal, allez, on y va, là, on lance la nuit, en fait, on lance le travail, quoi. Mais en revanche, ce que disait Sanela, après 2-4 heures du matin, là, ce serait bien qu'il y ait justement le switch sur le filtre. Et ça, je pense, enfin, après avoir, hein, peut-être poser la question aux informaticiens, parce que je ne sais pas si ça peut se paramétrer de façon générale ou s'il faut aller dans chaque ordi paramétrer le truc, mais vous pouvez paramétrer des horaires où là, l'ordi passe. Donc, par exemple, quand vous donnez les médicaments, bon, après, entre 2h et 4h du matin, c'est peut-être pas le moment où vous allez en donner le plus, mais chez des patients algiques où voilà, vous êtes obligé de valider un Doliprane ou je ne sais quoi, et bien là, ça serait intéressant que justement les écrans que vous regardiez soient filtrés. Et votre téléphone portable, aussi, pensez à le mettre en filtre. On a une petite lumière, on laisse la lumière du bureau. C'est ça, en ambiance nuit. Et alors après, ce qu'on disait pour l'idéal, ce serait d'avoir un temps, une petite sieste, en fait, durant cette période-là, parce que ce que vous disiez aussi, c'est le pire moment. Enfin, entre 2 et 5 heures, c'est affreux. Mais encore faut-il pouvoir. La plupart du temps, on ne peut pas. Mais pour ceux qui peuvent, ça, c'est l'idéal. En revanche, respecter un temps de sommeil assez court. Ce qu'on dit généralement, c'est moins de 30 minutes parce que le risque, sinon, après, c'est que vous envoyez sur le sommeil lent profond, qui est le sommeil le plus récupérateur, mais du coup, qui va être coupé parce que vous n'allez jamais faire une sieste de 3 heures sur votre poste de travail. Enfin, sinon, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais du coup, quand vous allez avoir votre réveil qui va sonner, vous allez être complètement dans les vapes. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une inertie au réveil parce que votre cerveau, il ne comprend plus rien. Lui, il était 6 pieds sous terre et là, on lui dit « Allez, réveille-toi, il faut que tu sois au taquet ». Et donc là, ça va être difficile et c'est là qu'il y a des risques d'erreur, notamment très importants parce qu'on n'est pas bien connecté, entre guillemets, à ce moment-là. Donc, c'est plutôt des siestes courtes, s'il y a sieste. La luminothérapie pendant la nuit, ça serait intéressant d'avoir une lampe comme ça. Exactement. Alors ça, c'est une chose qui peut tout à fait se discuter. Nous, on en a offert une à nos techniciennes du sommeil, et notamment sur, je pense, la période, le pire, c'est l'hiver, parce que là, vous ne voyez pas du tout la lumière, en fait. Donc ça peut être intéressant de s'exposer, par exemple, en début de poste. Une lumière, il suffit généralement, c'est 10 minutes d'exposition. Vous la mettez sur le poste de travail, comme ça tout le monde en profite. Il n'y a pas besoin de rester. Vous en avez déjà parlé, formation. Ça pourrait être quelque chose de mis en place. Enfin, ça a un coût, mais qui n'est pas non plus monstrueux. Une petite question. En fait, on s'est rendu compte que sur le nombre de personnels de nuit, un certain nombre étaient TDAH, donc trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et est-ce que par rapport à la récupération du sommeil, ça change quelque chose de travailler de nuit? Oui, ça change quelque chose parce que, en fait, le profil TDAH, généralement, ils ont déjà des troubles du sommeil et ils sont quand même plus souvent,
il y a une insomnie, il y a d'autres perturbations, syndrome des jambes sans repos, etc., qui peuvent venir se cumuler. Donc, à la base, c'est quand même des gens souvent qui ont déjà des difficultés de sommeil. Donc, le fait de travailler de nuit peut venir encore cumuler, faire grossir les difficultés, quoi. Mais après, je ne sais pas pourquoi il y a ce tropisme-là. On est bien amis, en fait. On est moins parasité par toute l'activité qu'il y a de trop d'activité la journée. Après, ça dépend. Voilà, ça dépend des services, ça dépend des activités, mais c'est peut-être. Tout le monde, ça parasite. Ouais. Donc, d'où le tropisme nuit. Maintenant, bah voilà, il y a quand même ce côté sommeil. Si déjà de base il est altéré, ça risque d'être encore plus compliqué en travaillant de nuit. Par rapport à la prise de mélatonine. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en prend? Est-ce qu'on n'en prend pas? C'est pas recommandé parce que, bon, je pense que le but, en fait, c'est d'avoir une sécrétion, que votre sécrétion biologique, donc endogène, se décale et se modifie. Et que quand vous prenez de la mélatonine exogène, bah, vous trichez avec votre système, avec votre cerveau. Donc, ça, oui, ça peut aider. On est sur un jet lag. Bon, voilà, on peut le prendre quelques jours, quelques semaines. Mais s'exposer des années, vie entière, en plus, on ne sait pas tellement bien. On n'a pas du tout de signal comme quoi c'est dangereux, rien du tout de ce côté-là. Mais le but, c'est quand même d'essayer de rentrer dans un fonctionnement le plus physiologique possible, dans un rythme qui est perturbé par l'extérieur. Donc, je ne peux pas vous recommander de prendre de la mélatonine sur le long terme. En revanche, je pense que ça peut être intéressant quand on commence un poste de nuit, par exemple, où là, il faut vraiment faire le shift. Et du coup, c'est très fatigant. Sur les premières nuits, les premières semaines, elles sont particulièrement difficiles. Là, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser la mélatonine pour essayer de se caler aider son organisme à se caler plus rapidement. Qu'il s'agisse de travail de nuit, de travail de jour ou pas de travail de tout, comment peut-on distinguer l'impression de ne pas dormir du sommeil vrai? Sans appareillage, bien sûr, subjectivement, et en dehors de la mesure de la fatigue du matin qui est difficile à apprécier. Alors, subjectivement, on ne peut pas vraiment parce que c'est le ressenti des patients. Donc, on a des patients qui nous disent je ne dors que 1 heure par nuit et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et je ne dors qu'1 heure. Bon, j'avoue qu'on est assez dubitatif parce que 1 heure, c'est vraiment très court. Et donc, chez ces patients-là, on peut avoir ce qu'on appelle... nous, on parle d'insomnie paradoxale, c'est-à-dire que la personne a l'impression de ne pas dormir, mais en réalité, elle dort. Et donc, chez ces patients-là, parce qu'on n'enregistre pas tous les patients insomniaques, on propose un enregistrement du sommeil avec une polysomnographie qu'on fait au laboratoire. Donc là, on va mettre des capteurs sur la tête qui vont nous permettre en fait d'avoir en continu, c'est ce que fait notamment, ce qu'on fait tous, mais ce que fait aussi Sanella, ça va nous permettre d'avoir en continu l'activité cérébrale du cerveau. Donc, on sait s'il est réveillé ou s'il dort et on sait dans quel stade il dort, si c'est profond ou pas. On peut déterminer ces choses-là. Et donc là, on voit le différentiel entre ce que nous transmet le patient, ce que nous dit le patient et ce que nous, on observe au laboratoire. Est-ce qu'il y a vraiment des nuits? Est-ce qu'il y a du sommeil lent profond? Voilà, ça nous permet d'avoir vraiment une idée du temps de sommeil, de l'architecture du sommeil et de confronter tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des patients vraiment qui nous disent « Mais non, moi, j'ai l'impression, vous me dites que j'ai dormi 7 heures, je suis venue, vous me dites que j'ai dormi 7 heures. Moi, j'ai vraiment pas cette impression-là et j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures, 3 heures. » On a des fois ce paradoxe-là. Il est possible, même probable, qu'en fait, il y ait certaines régions du cerveau qui ne dorment pas et d'autres qui soient en sommeil. Je rentre pas dans le cadre de ce qu'on appelle les parasomnies, le somnambulisme, etc. On va avoir des manifestations cliniques. Mais c'est vraiment de la recherche et qui est presque un peu fondamentale pour le moment. Mais quand on met des électrodes dans la tête des gens, sur des portions profondes du cerveau, on se rend compte que finalement, nous, quand on enregistre en surface, on voit sommeil et que l'électrode qui est un petit peu plus profonde, elle ne voit pas forcément la même chose. Donc, peut-être que chez ces gens-là, en fait, il y a des portions du cerveau qui ne se reposent pas de la même façon. Peut-être. Mais ça, c'est une question qui est complètement ouverte et qui est au domaine de la recherche et à laquelle on n'a pas la réponse pour le moment.
Oui. Parce que je pensais à un patient qui disait que dans le train de nuit, il ne dormait pas alors qu'il n'avait pas eu conscience des arrêts dans les gares. Donc il y avait effectivement cette impression qui était décalée. Ouais, mais... À moins qu'il ait rêvé qu'il soit éveillé, ou est-ce qu'il a encore une autre chose. Peut-être, mais ça, sans enregistrement, en fait, on ne peut pas répondre à la question. Bonjour, j'ai été infirmière pendant 40 ans, travail de nuit permanent pendant 30 ans. Ça fait 15 ans, je n'ai jamais eu de problème de sommeil, ça fait 15 ans que je suis à la retraite et je ne peux plus pas trouver le sommeil. Vous êtes décalé. Donc votre horloge, elle est peut-être un peu trop... Ça, on en voit des gens qui ont travaillé des années, qui se sont réglés d'une certaine façon et qui n'arrivent plus. Parce que ce qui est difficile aussi, c'est que là, vous aviez le fait de votre activité est un gros synchroniseur aussi. Là, vous n'avez plus cette activité professionnelle pour vous mettre une borne. C'est-à-dire que vous travaillerez matin de jour. Peut-être que vous auriez en fait moins de difficultés à retrouver un rythme. La retraite, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour trouver son rythme, mais c'est tout à fait possible avec les mesures qu'on vous a données aussi, jouer sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la luminosité. C'est des choses qui peuvent vraiment vous aider à resynchroniser votre rythme. Et puis après, si jamais avec tout ça, vous n'y arrivez pas, et vous toquez à la porte. Et voilà. À propos de ces lumières jaunes qui, soi-disant, passent vite à l'endormissement, j'ai changé toutes les ampoules de l'appartement, zéro. Alors, j'avoue que je connais moins bien, je connais surtout la lumière bleue plus que la lumière jaune. Après, je pense que c'est surtout l'objectif, c'est de ne pas s'exposer à la lumière bleue. Mais il faut faire attention, c'est pas vraiment une couleur, c'est vraiment le spectre de lumière qui va être diffusé. Donc, il faut savoir en fait ce que la lumière diffuse. Est-ce qu'elle diffuse toutes les longueurs d'onde ou pas? Moi, j'avoue que sur la lumière jaune, je n'ai pas vraiment de connaissance de ces ampoules. Enfin, vous me l'apprenez. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont été... Elles sont plus chaudes, en fait. Elles sont moins blanches. Peut-être qu'elles diffusent moins qu'elles ne diffusent pas de lumière bleue. Enfin, c'est longueur d'onde. Donc, c'est censé, en tout cas, c'est pas censé vous aggraver votre sommeil, mais peut-être que vous êtes... C'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant. Il y a peut-être d'autres choses encore à mettre en place et utiliser aussi la lumière naturelle, qui est quand même la plus puissante. Il y a d'autres questions? C'est bon? Bon, écoutez, bon appétit. Merci.